Paris, en l'an de terreur 1793. Une aube glaciale et sinistre se lève lentement sur une capitale méconnaissable, noyée dans le brouillard épais de l'histoire. Dans les ruelles désertes, la pluie incessante frappe les volets clos d'une ville silencieuse qui retient son souffle dans l'attente du pire. Sur les murs suintants d'humidité, des affiches révolutionnaires promettant la liberté se décollent lambeau par lambeau, dissoutes sous les larmes du ciel. La nuit, les patrouilles de sans-culottes marchent, torches et vacillantes à la main, traquant sans relâche les ombres des ennemis supposés de la Révolution. Le jour, c'est la famine qui règne en maître. Dans les boulangeries désespérément vides, le peuple affamé attend un pain noir qui ne vient jamais. Regardez bien ses yeux cernés. La peur s'y est installée profondément. Dans ce climat de suspicion, on se méfie désormais même de son propre voisin. Le destin tragique de la France est enfermé ici, derrière les murs sombres de la tour du Temple, sous un ciel lourd de menaces. Louis XVI, celui qu'on appelait jadis le roi Soleil, descend les marches de sa prison. Simple citoyen entouré d'une forêt hostile de baïonnettes. À travers la vitre sale de sa voiture, il regarde défiler une dernière fois son royaume perdu, un monde qui s'efface dans le flou du passé. Place de la Révolution. Une marée humaine de 80 000 amondus sous le froid, figée dans un silence absolu et terrifiant. Le jeune tambour, les mains bleuies par l'hiver, attend le signal fatidique pour couvrir la voix du monarque et l'empêcher de parler au peuple. Sur l'échafaud, Louis se tient seul face à l'éternité. Il s'avance pour crier son innocence, espérant que l'histoire l'entendra. Mais soudain, un roulement de tonnerre éclate. Les tambours brutaux résonnent, étouffant ces derniers mots d'adieu dans un vacarme assourdissant. Là-haut, la lame de la guillotine luit. Triangle d'acier froid et impartial, prêt à trancher le lien sacré et millénaire entre le roi et Dieu. La foule est pétrifiée. Personne n'ose vraiment croire que l'impensable, le régicide, est sur le point de se produire sous leurs yeux. Une goutte de sang tombe au sol. L'onde de choc de cet instant fera trembler toutes les couronnes d'Europe pour le siècle à venir. Pourtant, la mort du roi n'a rien résolu. Sur les cartes d'état-major, les frontières de la République sont tracées en rouge sang. Nos soldats, pieds nus, courent sous la mitraille et la fumée, défendant désespérément la patrie en danger contre le monde entier coalisé. À l'intérieur même du pays, la Vendée brûle. C'est la guerre civile, frère contre frère, dans une lutte impitoyable et meurtrière. À la Convention nationale, c'est la tempête. La peur de la défaite radicalise les esprits échauffés et pousse les hommes vers les extrêmes. Un point frappe violemment la table. Il faut de l'ordre, coûte que coûte. La terreur est officiellement décrétée comme l'ordre du jour. Le pouvoir exécutif se retire derrière les portes closes, gardées jour et nuit du redoutable comité de salut public. À la lueur vacillante d'une bougie, Robespierre écrit sans relâche les lois d'exception qui purgeront la France de ses vies supposés. Observez ce visage impassible et poudré. Pour l'incorruptible, la pitié n'est qu'une faiblesse, une forme de trahison envers l'idéal révolutionnaire. La terrible loi des suspects est née. Ce simple papier suffit désormais à transformer chaque citoyen ordinaire en un coupable potentiel. La nuit, la terreur frappe aux portes à coups de crosse. Les soldats arrivent dans la panique générale pour arracher les pères à leur famille. Les femmes et les enfants tremblent dans l'ombre. La survie ne tient plus qu'à un fil fragile, à la merci d'une dénonciation anonyme. Un simple certificat de civisme, souvent falsifié, devient le seul passeport valable pour espérer rester en vie dans cette jungle administrative. Bienvenue à la conciergerie, l'antichambre humide de la mort, où l'air est lourd, saturé de l'odeur de la peur et de la maladie. Dans les cellules surpeuplées, nobles déchus et roturiers dorment ensemble sur la même paille sale, unis dans le malheur. Au tribunal, l'accusateur Fouquier-Tinville tonne de sa voix puissante. Il ne cherche plus la vérité, il réclame des têtes pour nourrir la machine. Une prisonnière attire tout le regard, Marie-Antoinette. Ombre d'elle-même, elle lit à la lueur d'une bougie, les yeux usés par les larmes. Ses mains nues et tremblantes égrènent un chapelet. Seule richesse restante, priant silencieusement pour ses enfants qu'on lui a arrachés. Face à ses juges de fer, elle ne scie pas. Elle affronte le verdict inique avec une dignité qui force le respect, même de ses ennemis. La foule dans la salure sa haine, mais la reine déchue reste isolée, enfermée dans son silence souverain et son chagrin. Son dernier voyage commence. Elle marche lentement, les mains liées dans le dos, sa robe blanche traînant sur la pierre froide et sale. Jetée sans ménagement dans la charrette, secouée par les pavés inégaux, elle ignore superbement les insultes et les crachats qui pleuvent. La roue tourne inexorablement, broyant le passé avec le bruit mécanique et rythmé de la révolution en marche. Elle monte les marches de l'échafaud, perd un soulier, trébuche, mais se redresse une dernière fois pour regarder le ciel gris de Paris.
Un éclair d'acier fend l'air, suivi d'un bruit sec. La veuve Capet n'est plus. L'histoire tourne brutalement une page millénaire. Le sang goutte lourdement dans la sueur. La foule exulte, prise d'une ivresse féroce et macabre qui semble ne jamais devoir s'apaiser. L'hiver s'abat alors sur Paris. La neige tombe en silence, recouvrant les traces de sang d'un linceul blanc et glacé. Les charrettes forment désormais un long convoi funèbre quotidien. On les voit passer chaque jour en route vers l'abattoir national. Au pied de l'échafaud, les tricoteuses comptent les têtes qui tombent, indifférentes à l'horreur qui est devenue leur routine banale. La terreur est devenue aveugle. Désormais, la richesse est un crime et la réussite personnelle une preuve suffisante de trahison. Même Dieu est devenu suspect. On traîne les prêtres dans la boue et les croix d'or des églises tombent, brisées au sol. La pluie froide se mêle au sang dans les caniveaux. C'est comme si Paris tout entier saignait de ses innombrables blessures ouvertes. Robespierre est au zénith de sa puissance. Il prêche la vertu par la terreur, se dressant tel un nouveau messie puritain. La foule l'acclame frénétiquement, mais derrière cette adoration fanatique se cache la peur viscérale de la mort qui rôde. Le soleil se couche tôt. L'ombre menaçante de la guillotine s'allonge démesurément et finit par recouvrir toute la ville. La nuit, la place est vide, abandonnée. Elle est hantée seulement par des chiens errants et affamés qui cherchent leur pitance. Le bourreau nettoie méticuleusement son instrument. Une tâche industrielle et froide pour préparer la grande fournée de demain. Dans les hôtels particuliers déserts, la poussière danse dans la lumière. Les maîtres sont partis en exil ou sont déjà morts. Méfiez-vous des murs, car ils ont des oreilles. Un espion écoute peut-être. La confiance est morte en même temps que la liberté. À l'extérieur de la ville, on creuse des fosses communes dans le brouillard. Il faut faire de la place, toujours plus de place pour les morts. Danton hurle sa colère à la Convention. Le visage rouge, mais il est balayé par la machine infernale qu'il a lui-même contribué à créer. Robespierre reste seul face à son miroir, prisonnier de sa logique paranoïaque, voyant des complots se tramer dans chaque ombre. Sa main est des noms sur une liste, encore et encore, croyant sincèrement faire œuvre de justice divine pour le bien du peuple. L'orage gronde au-dessus de la guillotine. La nature elle-même semble en colère contre la folie meurtrière des hommes. La foule est épuisée, nerveuse, au bord de l'hystérie collective. C'est une danse macabre qui ne semble jamais devoir finir. Pourtant, loin de là, une autre France résiste. Des soldats en haillons portent l'idéal de liberté au front de bataille. Un jeune soldat, assis sur un tambour, écrit des mots d'amour au milieu du carnage, gardant une lueur d'humanité dans l'enfer. La scène coule, sombre, rapide et indifférente, emportant les secrets, les débris et les corps vers l'oubli de l'océan. Le soleil se couche dans un bain de sang spectaculaire, rouge et violent comme les pavés de Paris cette année-là. Le vent hurle dans les rues vides, chant lugubre d'une ville fantôme, épuisée par tant de violence et de passion. Robespierre marche seul dans un jardin, tête basse, pensif. Il ne le sait pas encore, mais la roue de l'histoire va bientôt tourner pour lui aussi. Les statues des rois gisent au sol, brisées. La mousse verte recouvre déjà la gloire passée de la monarchie. Les visages des disparus apparaissent et disparaissent, nous regardant comme les fantômes silencieux d'une année terrible. Le temps fait son œuvre inéluctable, la rouille commence déjà à manger le métal froid de la lame de la guillotine. Mais regardez, un enfant joue dans les ruines avec une épée de bois. Il rit. La vie repousse toujours après l'hiver le plus rude. La bougie s'éteint doucement, la fumée monte. L'année 1793 s'achève enfin dans les ténèbres de l'histoire. Le drapeau tricolore, bien que déchiré et sale, flotte encore au vent. Il a survécu à la tempête et reste debout. L'encre rouge se dilue lentement dans la mémoire collective, comme un mauvais rêve qui s'efface au matin. La lune monte dans le ciel. La ville dort enfin, mais d'un sommeil agité, peuplé de souvenirs douloureux. La plume est posée sur le bureau. L'histoire est gravée à jamais, figée dans le marbre froid du temps. Les pierres massives de la conciergerie garderont ses secrets terribles et ses souffrances pour l'éternité. Une rose rouge s'effeuille sur les pavés gris, beauté fragile et mort inévitable, liée à jamais dans ce drame. La fumée envahit tout l'écran, brouillant les lignes, nous laissant seuls avec nos réflexions sur la folie des hommes.
Une tache de sang marque la fin du chapitre, mais le grand livre de l'histoire reste grand ouvert pour la suite. Si cette plongée dans l'histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à travers l'histoire et d'activer la cloche. À bientôt dans le passé.